Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de censure sur le réseau Ethereum, mais aussi sur le réseau Bitcoin. On va aussi parler de plein d'autres choses, des nouvelles déclarations du président de JP Morgan sur les crypto-monnaies. On va aussi parler de pas mal de mouvements sur plein d'altcoins. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour ne rien rater. Et tout de suite, on va commencer avec le cours des cryptos, légère hausse aujourd'hui, 0,6%. Je vous parlerai un peu plus tard dans la vidéo de certaines cryptos qui font des fortes hausses, mais on peut déjà voir Avalanche 14% sur 24 heures. On va parler maintenant de la censure directement sur le réseau Ethereum et sur le réseau Bitcoin. Sur le réseau Ethereum, ça commence à devenir de plus en plus important. Je vous avais déjà fait une vidéo sur le sujet, mais il faut savoir que maintenant, il y a une très grande partie des validateurs sur le réseau Ethereum qui censurent en fait les transactions qui ne sont pas validées par les États-Unis. En fait, toutes les transactions qui sont mises sur la liste noire des États-Unis, tout ce qui est OFAC, tout ça, ça ne passe plus. Comment ça marche? Sur Ethereum, il y a un certain nombre de validateurs. Les validateurs utilisent pour la plupart, pour 92%, un outil qui s'appelle MEV Boost. Un outil qui est nécessaire pour réaliser la communication avec les block builders. Bref, c'est quelque chose qui est essentiel pour la construction des blocs sur le réseau Ethereum, une sorte de place de marché si on veut. Et le problème, c'est que sur ces MEV Boost, ça permet de communiquer avec les block builders. Ben, les block builders, il y en a 5 qui représentent à peu près 90% des transactions sur le réseau Ethereum et il y en a 4 sur 5 qui censurent. Donc on a une très grande partie des validateurs qui sont en train de censurer et c'est inquiétant. Pourquoi c'est inquiétant? Parce que ça veut dire que le réseau Ethereum, qui était pensé pour être un réseau permissionless petit à petit, eh ben, on commence à avoir besoin de la permission des États-Unis pour envoyer des transactions sur le réseau Ethereum. Tant qu'on n'est pas à 100%, c'est pas très inquiétant parce que ça veut dire que vous allez toujours pouvoir faire passer les diverses transactions. Juste, ça va prendre plus de temps et ça va en fait coûter potentiellement plus cher, mais ça va finir par arriver. Alors, il faut savoir qu'il y a une roadmap Ethereum pour venir corriger ou limiter l'impact de ces problèmes, mais on est encore très loin de l'implémentation de toutes ces mises à jour. Et petit à petit, vraiment, s'inquiète. Il y a un des builders qui s'appelle Titan Builder, c'est le seul parmi les 5 plus gros qui ne censure pas, donc espérons que Titan continue. Mais si lui aussi se met à censurer, on aurait plus de 90% de censure sur le réseau Ethereum et là ça commencerait vraiment à être gênant, même si je le dis, tant qu'il y a toujours les 10% qui restent qui acceptent toutes les transactions, votre transaction va finir par arriver mais mettra peut-être 10 fois plus de temps. Pas très grave, sur le réseau Ethereum, on a des blocs toutes les 12-13 secondes, donc si vous mettrez peut-être beaucoup plus, quelques minutes à envoyer une transaction, mais ça va finir par passer. Mais si on atteint les 100%, c'est malheureusement fini. Je pense pas qu'on y sera un jour, il y aura toujours des gens qui vont miner, qui vont plutôt valider les transactions sans censure, mais ça montre vraiment les risques associés à la centralisation des builders et liés à MEV Boost. Ensuite, on a aussi sur le réseau Bitcoin le sujet de censure qui est en train d'apparaître avec déjà, il faut savoir, il y a des pools de minage Bitcoin qui censurent aussi des transactions. J'en ai déjà parlé, les transactions américaines aussi. Donc ça aussi, ça existe sur le réseau Bitcoin. La même problématique en fait existe. C'est pas lié au proof of stake, c'est pas lié au proof of work. C'est juste la centralisation des validateurs, la centralisation des mineurs. Et les États peuvent mettre une pression sur eux. Mais là aujourd'hui, je ne veux pas vous parler de ça pour le Bitcoin. Je vais vous parler des inscriptions. Les inscriptions, tout ce qui tourne autour du protocole Ordinals qui a été pensé initialement pour les NFT mais qui est utilisé de plus en plus pour générer des tokens tels que les tokens BRC20 sur le réseau Bitcoin avec Ordi qui a dépassé le milliard de market cap. Et là on a Luc Dash Jr. qui est un contributeur au code du Bitcoin, vraiment Bitcoin Core, qui lui estime que les inscriptions constituent une vulnérabilité sur le réseau Bitcoin. En fait, c'est du spam du réseau Bitcoin. Et pour lui, ça doit être corrigé. Et dans sa propre version du Bitcoin, on parle pas de Bitcoin Core, c'est pas la version qui tourne sur tous les réseaux, c'est une version qui tourne, qui tourne sur tous les mineurs. C'est une toute petite utilisation, une toute petite partie du réseau qui utilise Bitcoin Notes. On parle de 0,25%. Et bien dans son logiciel Bitcoin Notes, il a implémenté la censure désormais des inscriptions. En gros, il a mis un filtre pour ne plus autoriser tout ce qui tourne autour d'Ordinals sur le réseau Bitcoin quand vous utilisez le logiciel Bitcoin Notes. Alors, c'est pas grave parce que tant que Bitcoin Core n'accepte pas cette correction ou ne met pas en place ce filtre, c'est pas très grave. Mais on est en train de voir quand même des développeurs du Bitcoin, un développeur du Bitcoin
pousser à la censure de ces transactions. Je pense personnellement pas que ça va passer sur Bitcoin Core, donc sur le logiciel principal utilisé. Et il y a plusieurs analyses sur le sujet qui disent que ça pourra pas passer parce que déjà, en fait, les mineurs voudront pas la perte de revenus associée à ce filtre. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a des inscriptions, des ordinals qui sont créés, ça génère beaucoup de frais pour les mineurs et du coup c'est une perte de revenus. Et au final, il y aura toujours une pool de minage qui va garder enfin qui va pas mettre en place le filtre. Toutes les personnes vont se tourner vers cette pool qui ne mettra pas en place le filtre. Cette pool sera la plus rentable. Du coup, il y aura de plus en plus de mineurs qui vont venir sur cette pool. Cette pool va dominer et va avoir beaucoup de parts de marché. Donc finalement, on va dire, c'est très peu probable que ça passe. Je ne pense pas que ça va passer et je l'espère pas en tout cas. Et Ordinals, vraiment, tout ce qui a été créé par les inscriptions, c'est quelque chose qui est en train de s'étendre à énormément de blockchains. C'est assez hallucinant. Ça a été lancé uniquement sur Bitcoin. La philosophie a été reprise sur plein d'autres blockchains, et notamment les ETH inscriptions sur Ethereum, et c'est ça qui a été repris sur plein de blockchains différentes. Regardez ce dashboard qui montre les divers blockchains. On a sur Polygon, c'est un très gros succès sur Polygon. On parle de 111 millions d'inscriptions. On a sur Ethereum, on a sur BNB 19 millions d'inscriptions, sur Avalanche 22 millions, sur Phantom, sur ZK-Sync beaucoup moins, Arbitrum 2 millions, sur Celo 25 millions, sur Base aussi 200 000. Il y en a énormément et ça consomme beaucoup de gaz. Comment ça marche ces inscriptions? Concrètement, il faut dépenser des frais. Quand vous êtes sur le réseau Bitcoin, vous avez les frais de transaction. Pareil sur les autres réseaux Ethereum, etc. Vous avez des frais de gaz en fait. Et ça peut représenter jusqu'à 20. Regardez, sur Polygon, on est à 26% du gaz du coup qui est consommé pour envoyer les transactions, qui est dédié aux inscriptions. C'est assez énorme. On parle même de 67% des transactions sur le réseau Polygon qui sont liées aux inscriptions. C'est juste énorme. C'est beaucoup moins sur les autres blockchains. On voit bien que sur Polygon, il y a beaucoup de demandes. Et en fait, ça vient polluer un peu clairement la blockchain. Disons que la blockchain devient de plus en plus grande à cause des inscriptions. Mais l'avantage, en fait, c'est que c'est Eric Wall qui fait cette analyse qui est vraiment très juste. C'est que, en fait, c'est un mécanisme qui permet au grand public de venir obtenir des crypto-monnaies de manière, on va dire, équitable, ouverte à tous. N'importe qui peut venir quand il y a un mint de ordinals ou de techno, bref, vous m'avez compris, de token BRCM et autres. N'importe qui peut venir et minter petit à petit en dépensant des frais de gaz, des frais de transaction et obtenir le token de façon équitable. C'est des choses qui ont petit à petit disparu avec les ICO, une partie qui était dédiée à l'équipe, avec les pré-sales. Les gens commençaient à se dire mais c'est pas juste, il y a toujours des gens qui sont avantagés. Et là, on commence à voir quelque chose qui est beaucoup plus équitable avec les tokens Ordinals, les tokens BRC20, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées pour minter ces tokens, pour obtenir ces tokens, pour créer ces tokens, parce qu'ils disent j'ai une chance, je suis au même niveau que tout le monde et je peux obtenir ces tokens pour pas cher. Donc voilà pourquoi je crois que ça va continuer de se développer. C'est aussi une bonne chose pour moi pour les divers réseaux parce que ça leur crée une source de revenus en plus. Après, si les gens sont pas d'accord, ils ont qu'à tous se mettre d'accord pour interdire tout ça, mais c'est juste les règles du protocole qui sont utilisées pour stocker des informations. J'ai du mal à voir comment cela pourrait disparaître. C'est plus s'il y a un désintérêt global que ça va disparaître. En plus, c'est beaucoup moins cher certaines fois que les NFT natifs d'une blockchain. Sur Ethereum, les inscriptions, c'est beaucoup moins cher que de créer un pur NFT ERC721. Pareil sur les autres blockchains. Donc il y a vraiment un intérêt en fait pour les gens qui veulent avoir des frais de transaction le plus bas possible. Je voulais vous parler de Bitvavo, l'exchange crypto partenaire de la chaîne, et je vous rappelle les 10 € gratuits offerts si vous passez par le lien dans la description. Il suffit de déposer 10 € au moins pour en recevoir 10. C'est toujours bon à prendre. Bitvavo, il y a des virements, c'est pas gratuit. Je vous ai déjà parlé de tout ça. Je vous ai montré comment acheter simplement des cryptos la dernière fois. Ça se fait vraiment très rapidement sur Bitvavo. Et en fait, ils ont aussi une interface de trading avancée. Et c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Ils ont plusieurs paires de trading, parce qu'on a vu, ils ont plein de cryptos différentes. Et on va voir ensemble comment réaliser un trade sur cette plateforme avancée. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir comme crypto? Tiens, une crypto à très fort potentiel, le FTT. Non, bien sûr, je n'y crois pas du tout. Mais vous pouvez du coup acheter ici. On va définir le prix. Donc comme d'habitude, vous avez les ordres limites, les ordres market. Market, c'est si vous voulez pas vous casser la tête à spécifier un prix auquel vous achetez, ça va prendre le prix du marché. Limite, si vous voulez vraiment choisir le prix en question vraiment détaillé et attendre que ce prix soit atteint. Je vais faire market pour être très simple et on peut définir du coup la quantité qu'on souhaite acheter. Donc si je veux acheter 10 FTT, ça fera 40 €. Ça me dit je peux cliquer sur preview, confirme.
Et voilà, allez, on va attendre 1, 2, voilà, en 2 secondes, c'est bon, c'est fait. 40 euros de crypto, je viens d'acheter, 0,11 euros de frais, donc vous voyez que les frais sont vraiment très faibles. Ensuite, vous pouvez retirer ou continuer de trader. On va parler maintenant de JP Morgan et de son CEO Jamie Dimon qui vient de faire une déclaration assez choc pour moi. Je m'attendais pas à ce niveau de déclaration. Il a fait ça devant le Parlement aux États-Unis. Il leur a dit clairement, écoutez, le Bitcoin et les cryptos, il a mis tout ça dans le même sac en disant tout ça, pour moi, ça n'a pas de réel cas d'usage, si ce n'est le cas d'usage criminel, le cas d'usage pour les trafiquants de drogue, pour ceux qui font du blanchiment d'argent, pour ceux qui veulent éviter le fisc, frauder le fisc. Et il a dit, moi, si j'étais le gouvernement, je fermerais tout ça. Donc il est vraiment une position très anti-crypto. On le savait, même si JP Morgan se tourne petit à petit vers les cryptos, lui, d'un point de vue personnel, il continue d'avoir cette position. Et honnêtement, ça m'a assez choqué de voir ce type de déclaration pour aller jusqu'à dire fermons totalement les crypto-monnaies. Pour moi, ils sentent la peur vraiment. Ils sentent de plus en plus de peur parce qu'ils voient que tout ça, ça peut venir vraiment casser la finance traditionnelle. Ça peut venir casser, c'est un concurrent clairement au système actuel. Et d'ailleurs, il y a Coinbase qui a fait une publicité dernièrement sur les cryptos, sur le système, sur le fait de nécessité de mettre à jour le système. Vous pouvez trouver sur YouTube, elle est très sympa. Ensuite, on va parler pas mal d'altcoins qui ont pas mal augmenté ces derniers temps. Notamment le Dogecoin. Le Dogecoin, regardez, il vient d'atteindre les 0,10 $. C'est quelque chose qui n'avait pas été atteint depuis plus d'1 an. Et c'est aussi pour fêter son anniversaire qu'il a atteint ce niveau-là. C'est assez drôle, 0,10 pour son anniversaire. Le Dogecoin, vraiment l'un des premiers meme coins qui est apparu, et se dire qu'il a déjà 10 ans, c'est assez incroyable. Ensuite, on a eu d'autres altcoins qui ont pas mal augmenté. BitTorrent, BTT, ça a quasiment fait x2 en un jour. Pourquoi? Il y a eu des déclarations positives autour de Tron, la blockchain qui est sous-jacente à BTT. Où ils ont annoncé en fait que Tron avait 200 millions d'utilisateurs. Honnêtement, je suis assez choqué de voir 200 millions d'utilisateurs sur Tron. Je sais pas comment ils comptent tout ça, mais c'est peut-être les wallets uniques ou ce genre de choses, mais je suis même pas sûr qu'il y ait autant d'utilisateurs que ça de blockchain. Je pense que Binance doit être à 100 millions d'utilisateurs de mémoire. Ah bon, étonnant, mais après, pourquoi pas, si tous les exchanges se basent sur Tron, par exemple, pour les envois, la réception de l'USDT, c'est possible, il y a clairement beaucoup de demandes sur l'USDT, sur Tron. Avalanche aussi a beaucoup augmenté ces dernières 24 heures, je vous ai dit 24% de hausse, 14% de hausse sur Avalanche. Ça bouge hein, sur Avalanche depuis un certain temps. Helium aussi, ça a pas mal bougé, vous avez fait la news hier sur le sujet. Et on a aussi BIM qui a augmenté de près de 300% en 6 semaines. BIM, c'est le subnet d'Avalanche focalisé sur le gaming. Ils ont annoncé en fait dernièrement un partenariat avec Pantera Capital. C'est un fonds d'investissement crypto très très connu. Et ça aussi, ça a aidé à bien faire pump le token de 37% en un jour. Ensuite, on a le stablecoin. Le stablecoin de la Société Générale qui est arrivé sur le premier exchange Bitstamp. On rappelle, ce stablecoin, c'est leur Coinvertible, ERCV. C'est un stablecoin qui est du coup basé sur l'euro, qui est lancé par la société, par la SG Forge, la filiale qui s'occupe de tout ce qui est crypto, qui est une licence PSAN, etc. Et en fait, ce stablecoin, il faut savoir qu'il est assez spécial. Il est disponible sur Bitstamp, donc ça veut dire qu'on va pouvoir l'acheter et le vendre, mais vous n'allez pas pouvoir le retirer comme ça sur votre wallet et le manipuler à votre guise. Il y a toujours cette notion de liste blanche qui est en place. Donc c'est bizarre honnêtement, ce stablecoin, j'ai encore du mal à voir le cas d'usage. Est-ce que c'est les institutionnels qui vont l'utiliser? J'ai du mal à voir les particuliers utiliser ce type de stablecoin si c'est que pour être utilisé sur un seul exchange et ne pas pouvoir rapatrier les fonds sur son propre wallet. Donc bon, j'attends de voir, je suis sceptique, enfin je me souviens quand le code on veut le lancer la première fois, on avait vu qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas, a priori ça a été mis à jour, mais il y a toujours cet aspect centralisation qui est très présent, et du coup moi je suis pas très fan, mais ça fait quand même plaisir de voir une grande banque qui se lance et qui lance un premier stablecoin, qui se lance dans un exchange, et bon, c'est un premier pas, j'aimerais voir des choses beaucoup plus décentralisées, beaucoup plus ouvertes, mais on prend ce qu'on a pour l'instant. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.